Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux pour notre première manifestation et nous espérons que vous passerez un bon moment en notre compagnie, un moment festif et studieux. La Maison de la Médecine et de la Culture vous propose un voyage en terre inconnue. Nous vous proposons un voyage dans le monde de l'autre, l'autre différent, l'autre singulier. Nous vous invitons à avoir le souci de l'autre, à prendre soin de l'autre, être pour l'autre et être avec l'autre. Soi-même comme un autre, disait Paul Ricoeur. Son regard n'était pas celui d'un animal pris au piège. Son regard était curieux, exploratoire, intelligent, amoureux. C'était le regard encore d'un homme. Dans son roman Le peintre au couteau, paru chez Grasset en 2005, Olivier Pourriol décrit ainsi le regard de l'artiste, le regard vivant d'un peintre célèbre en fin de vie, sous les yeux émerveillés de son chirurgien qui le visite chaque matin. L'équipe de la Maison de la Médecine et de la Culture, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Nous sommes 5. Domitille, Lisa, Annie, Richard et moi. Nous avons souhaité inventer un espace d'accueil de ceux qui sont ouverts à l'autre, aux autres façons de penser, de s'émouvoir, d'agir, de prendre le temps, de prendre le soin de l'autre, de soi, du soin et de sa relation à l'autre. Nous pouvons ensemble et tous devenir êtres humains, citoyens, soignants, patients autonomes, artisans et artistes de la relation de soins, artistes de la vie. Nous avons souhaité, grâce à un cycle de ciné-conférences-débats trimestriels, faire se rencontrer la science, l'art et la pensée, la voix des uns avec celle des autres, les voix de la théorie avec celle de la pratique, celle de la médecine avec celle de la philosophie, de l'éthique, des sciences humaines, des arts et des lettres. Celle des soignants et celle des malades, celle des enseignants et celle des étudiants, celle des professionnels de l'hôpital et celle de la ville. Grâce au pas de côté de la pensée, à l'enchantement né au contact des œuvres d'art, tout particulièrement les récits de fiction représentant des histoires de soignants et de malades dans la littérature et le cinéma, nous souhaitons vous faire penser et vivre la relation à l'autre, l'empathie dans la relation de soins. Nous pensons participer ainsi à la reconnaissance et au soulagement de la souffrance ressentie par les malades, les soignants et la société tout entière. Nous ne proposons pas de solution utopique. Nous proposons ici et au niveau de notre site web une rencontre avec les œuvres d'art, un partage du savoir, de la réflexion, une ouverture à l'expression polyphonique libre de la voix des autres, des alternatives de pensée et d'action pour soigner et pour se soigner, en harmonisant la science avec l'humanité, l'émotion et la raison, l'universel avec le singulier. Le changement est souvent à portée de main, à portée de voix. Il nécessite de mettre tout en œuvre pour que puisse avoir lieu l'écoute de la parole du soigné, de son récit de vie, de sa souffrance, de ses peurs, de ses doutes, de sa vulnérabilité, premier instant du soin et de la construction d'une coopération future en confiance avec le soignant. Pour répondre au temps de cerveau disponible des médias et des publicitaires, nous souhaiterions porter le concept de temps de cerveau et de cœur disponible à l'écoute de la voix de l'autre, quelle qu'elle soit. John Lennon, dans sa chanson Imagine, a dit « You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one ». Vous pourriez dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. La preuve. Donc, pour répondre à la question de Jean-Michel, comment donner du temps de cerveau disponible? On s'est posé la question et on s'est dit que le cinéma était sans doute le bon média. Et quand on parle cinéma et médecine, le film qui s'impose, c'est évidemment Barberousse. Il y en a d'autres comme ça. Barberousse met en scène deux grands monuments du cinéma, non seulement nippon, japonais, mais mondial. Son réalisateur, évidemment, Akira Kurosawa, et puis le fameux Toshiro Mifune, qui incarne le rôle titre. Ce film, qui est sorti en 1965, a demandé un tournage difficile, qui a duré 2 ans, et qui marque une rupture aussi bien dans la carrière de Kurosawa que de Mifune. Parce que ils ont travaillé pendant de nombreuses années
Ils ont tourné ensemble 16 films, dont Rashomon et les 7 samouraïs, qui sont les plus connus. Et le tournage s'est passé apparemment avec quelques tensions, et ce sera leur dernier film ensemble. Et ce sera également pour Kurosawa son dernier film en noir et blanc. C'est un film qui dure 3 heures. On ne pouvait pas le passer en 3 heures, bien sûr. On l'a réduit à 1h20 environ, ce qui impose que je vous donne quelques explications pour qu'on puisse respecter, pour que vous puissiez suivre le fil narratif de ce grand film. Kurosawa a toujours été sensible à la notion d'injustice sociale, qui pour lui était le ferment de la misère, et dans Barberousse, et de la misère, et de la maladie. Nous sommes dans le Japon de 1820. C'est la fin de l'ère Edo, qui avait commencé vers 1600. Et l'ère Edo, au Japon, c'est 4 siècles de fermeture totale des frontières. La fin de l'ère Edo, donc dans les années 1800, c'est l'ouverture à l'Occident. Et le jeune médecin qui nous intéresse dans ce film, Yasumoto, est vraiment le produit de cette époque. Produit de cette époque, d'une part, il est issu évidemment de la grande aristocratie japonaise, et il a suivi 3 ans de formation à la médecine hollandaise à Nagasaki. Et évidemment, ça a fait de lui un jeune médecin vaniteux et arrogant. Yasumoto, pour son premier poste de jeune médecin novice, est nommé au dispensaire de Koishikawa. Le dispensaire de Koishikawa a réellement existé, mais Kurosawa en a fait quelque chose de beaucoup plus majestueux que ce qu'il était en réalité. Il se trouvait dans la banlieue de Edo. Edo, c'est Tokyo d'aujourd'hui, mais ça s'appelait Edo à cette époque-là. Quand Yasumoto donc arrive à Kaishikawa, il est accueilli par l'interne qu'il doit remplacer. Et l'interne lui décrit le lieu comme un endroit où l'on n'accueille que des patients pauvres, indigents et qui sentent mauvais. On n'est pas loin des sans-dents déjà. Et bien sûr, managé, on dirait aujourd'hui, par un directeur extrêmement sévère et qui fait régner des règles qui, pour ce jeune interne, sont assez incompréhensibles. Mais avec un œil un peu averti, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait des prémices de l'hygiénisme. Yasumoto tombe de haut, évidemment, lui qui voulait être le médecin personnel du shogun. Il se croit victime d'un complot familial, sur lequel je ne m'étendrai pas pour le moment, et il n'a qu'un objectif, jouer le sale petit gosse pour se faire renvoyer par Barberousse. Et alors là, Barberousse jouera, au début on ne comprend pas pourquoi, on le comprendra à la fin du film, il joue le grand sage, qui va jouer un peu le guide dans un parcours qu'on peut qualifier d'initiatique de Yasumoto. Et il va laisser la vie lui ouvrir les yeux. Et à Koishikawa, la vie et la mort, ça va très vite. La formation de Yasumoto va passer rapidement, je passe rapidement sur 3 étapes. Tout d'abord, sa superbe, évidemment, va voler en éclats quand il va être confronté à la réalité. Sa première agonie, qui le laissera dans un état impitoyable. Son agression par une nymphomane internée dans le dispensaire, véritablement, et dont il finira presque par succomber, mais pour de vrai. Ensuite, une phase de retournement, quand il acceptera d'accompagner dans l'agonie Sahachi. Et enfin, une phase que j'appellerais de conversion, quand il prendra en charge une jeune enfant destinée à la prostitution, la jeune Otoyo, qui me fait formuler un peu ce qui se passe entre Otoyo et Yasumoto. C'est Otoyo qui va se soigner, en prenant soin de son soignant souffrant. Voilà, c'est la formule que je voulais vous passer.
Et la formation de Yasumoto va se parachever à la fin dans une scène assez hallucinante où vont se conjuguer la science et les croyances populaires pour ramener à la vie le petit Chobo, surnommé Petit Rat. Mais ça, on découvrira ça dans les extraits. Pour décrypter ce parcours initiatique, c'est mon interprétation, parcours initiatique, pour décrypter ce parcours initiatique, nous avons fait appel à deux personnes qui vont nous apporter des regards complémentaires. Céline Lefebvre est maître de conférences en philosophie de la médecine. Elle est directrice du centre Georges Canguilhem. Et ce que j'ai retenu surtout de votre centre d'intérêt, c'est que vous êtes attaché au statut et au rôle du patient dans la médecine contemporaine. Et d'ailleurs, j'avais un article du Monde complètement fou sur la e-médecine qui est tout à fait à contre-pied de cette approche-là. Et j'ai noté que si vous reconnaissiez évidemment une asymétrie dans le rapport entre le patient et son soignant, asymétrie certes par essence et incontournable, il fallait impérativement la dissocier d'un rapport dominant-dominé. Je résume. Et ensuite, Nicole Biaggioli, alors qui est niçoise. Vous êtes niçoise et vous êtes directrice et fondatrice de l'I3DL. C'est l'unité de recherche interdidactique, didactique des disciplines et des langues de l'Université de Nice. Ce qui nous intéressait dans votre approche, c'est votre articulation pluridisciplinaire qui irait depuis les mathématiques jusqu'à l'art. Cette approche nous intéressait évidemment beaucoup. Et j'ai retenu, c'est peut-être pas caractéristique, mais votre thèse d'état, la sémiotique de la fleur à l'attention des demoiselles, c'est bien ça hein? Non, c'est les sémiotiques de la fleur. Les sémiotiques de... J'ai travaillé sur les botaniques des demoiselles. Ah, les botaniques des demoiselles. Alors, le film. Le film dure 3 heures. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas le passer en intégralité. On en a retenu 1h20. Eh bien, en route pour Koshiki-Awa.